présumé terroriste relaxé au bénéfice du doute par la justice burkinabé. Quelques jours après la clôture du procès, nous sommes allés à sa rencontre. Celui que nous avons décidé d'appeler Modibo relate son histoire avec le groupe terroriste en Sardine et son état d'esprit après sa relaxation. Témoignage à suivre dans quelques instants. Des terroristes jugés au moment où les conséquences de leurs agissements se constatent à chaque jour sur le plan humanitaire. Vivre dans la précarité, c'est le quotidien de plusieurs personnes déplacées internes. Awa Sangaré fait partie des 7000 PDI installés dans la commune de Nouna. Dans ce 21, nous vous proposons de voir les conditions dans lesquelles elle vit. En actualité sous-régionale, nous parlerons de l'espace G5 Sahel qui voit le retrait de 600 soldats tchadiens de la zone des 3 frontières. Le gouvernement du Tchad qui a fait l'annonce hier samedi parle d'une décision stratégique pour mieux s'adapter à l'organisation des groupes terroristes. Détail à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est à Gawa que nous ouvrons ce journal. La localité pleure depuis le 12 août dernier le décès du chef de canton. Au-delà d'être un garant de la transition, Yari Oussé a également servi son pays dans le domaine de la sécurité. Et pour lui rendre hommage, le Premier ministre a fait le déplacement de Gawa hier samedi. Issa Kazabré et Romiar Patrice Toui. Yari Oussé n'est plus le Djamala ou encore le chef en langue nationale Loberi, a rejoint ses ancêtres. Le guerrier Lobi a rangé définitivement sa flèche et son carquois. Gawa, la grande famille Lobi, ainsi que tout le Burkina, pleure un homme qui a vécu utile. Je voudrais, en tant que fils de la région du Sud-Ouest et fils du chef de canton Yari Oussé, présenter toutes mes condoléances à la famille éplorée. Je suis venu fraterniser avec cette famille au nom du président du Faso qui m'a donné un message de solidarité, un message d'amitié et un message de condoléances à l'endroit de la famille de Yari Oussé, mais également à l'endroit des fils et des filles de la région du Sud-Ouest et particulièrement des filles et des fils du canton de Gawa. Il m'aimait et moi aussi. Je retiens de lui l'amour de tout, l'amour de la famille, l'amour de sa région, l'amour de sa communauté, l'amour de son pays. Les hommages fusent de partout en cette cérémonie dédiée au 4e chef de canton de Gawa. Une forte délégation de la communauté Lobi de Côte d'Ivoire est également là pour témoigner sa compassion et sa solidarité à la famille de l'illustre disparu. C'est un monsieur vraiment que nous aimons tous. Il n'est pas seulement pour le Burkina, il est pour, disons en quelque sorte, le monde. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, même son vivant, je venais le rendre visite. Aujourd'hui, il n'est plus. Il faut que je me rende ici pour son hommage. Yari Oussé s'en est allé à l'âge de 92 ans. Il était précédemment adjudant-chef-major de la gendarmerie à la retraite. L'ancien combattant a passé 27 ans à la tête du canton de Gawa. De son vivant, Yari Oussé a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont celle de la dignité de la Grande Croix du Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, le procès des présumés terroristes organisé récemment au Burkina Faso n'a pas fait que des condamnés. Un des accusés a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'homme de nationalité malienne estime que le droit a été dit, ce qui lui permet de recouvrer la liberté après 3 années passées à la prison de haute sécurité. Nous suivons son témoignage avec Draman Guinée. Nous l'appelons Modibo, l'homme qui est sorti blanchi du tribunal de grande instance Ouagadougou. Hier, entre les bagnes de la prison de haute sécurité, aujourd'hui libre de tout mouvement. Modibo est arrêté pour avoir eu des contacts avec un groupe terroriste basé au Mali. Mais le jeune homme de 25 ans se défend. Il soutient être enrôlé de force et formé durant 11 jours dans un camp terroriste. Ils m'ont arrêté, ils m'ont amené. En ce moment, nous étions 3 et nous sommes partis trouver 4 personnes aussi là-bas. Ils ont amené le Coran, Juzu Amma, pour qu'on nous enseigne. Il y a un instructeur là-bas qui nous enseigne le Coran. 11 jours d'endoctrinement infructueux selon Modibo. Il est finalement libéré avec des instructions fermes et un mode de vie imposé.
Le jour de ma libération, on a fini de prier la prière de 14h et ils nous ont dit qu'on peut partir. Chacun peut rejoindre sa famille et de rester et de travailler aussi ce qu'ils nous ont enseigné, le Coran qu'ils nous ont enseigné, de travailler avec et de chercher des habits longs pour porter à nos femmes et moi d'arrêter de fumer la cigarette et de continuer à étudier le Coran. Dès sa libération, Modibo est arrêté en février 2019 par l'armée burkinabé au marché de Ségué dans le Soum, seulement 3 jours après avoir quitté le centre d'instruction terroriste. Je suis venu au marché de Ségué et je suis rentré, c'est moi seul aussi qu'ils ont arrêté ce jour-là. Quand ils m'ont pris aussi, ils m'ont attaché les yeux. Conduit à la prison de haute sécurité, l'instruction dure 3 ans. En prison, la peur qui anime le présumé terroriste se transforme en espoir au regard des conditions de détention. Aucun service moral et corporel, et s'alimentant à souhait avec une liberté d'aller et de venir dans les couloirs de la prison. Il y en a qui se lèvent, ils lisent leurs livres jusqu'au soir. Il y en a aussi qui se promènent dans les couloirs à fumer leurs cigarettes jusqu'au soir. Il y en a aussi qui ont des petits emplois, qui partent à la cuisine pour aider à préparer ou bien aider à nettoyer. C'est ça seulement la journée jusqu'au soir. Sinon on ne frappe pas, on n'a pas eu faim et puis on n'a pas eu autre chose là-bas. La prison, devenue un salut pour Modibo. Il estime même être plus en sécurité derrière les barreaux que d'être en liberté dans son Mali natal. C'est vrai que c'est difficile parce que d'être enfermé, d'être assis, mais ça vaut mieux parce que personne ne viendra te tuer là-bas. 13 août 2021, le moment tant attendu. Le jugement de Modibo est programmé. Le tribunal spécial chargé de juger les présumés terroristes l'appelle à la barre. Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, détention illégale d'armes de guerre, les charges qui pèsent sur lui sont très lourdes, mais Modibo clame son innocence. Il a été enrôlé de force et soutient n'avoir ni tué ni volé. Difficile d'établir la preuve du contraire, le doute s'installe. Modibo est déclaré non coupable et relaxé séance tenante. Une attestation de mise en liberté lui est délivrée. Le précieux sésame est mis en lieu sûr. C'est l'unique document en sa possession. Le juge a vraiment dit le droit, il a dit la vérité. Et pour cela, je le remercie. Modibo est maintenant libre de tout mouvement. Il tire de nombreux enseignements de sa mésaventure. Les jeunes doivent chercher un emploi et s'autonomiser, chercher à faire quelque chose qui va leur amener des revenus au lieu d'aller s'enrôler. Parce que celui qui a quelque chose à faire n'ira pas au milieu de ces gens-là pour chercher à être couché là-bas, à ne rien faire, à risquer sa vie tous les jours. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils partent s'enrôler là-bas. Donc tous les jeunes doivent chercher à s'autonomiser, chercher un emploi, de quoi faire et quitter cette voie-là. Aux dernières nouvelles, Modibo a pu rejoindre son pays, le Mali. Il retient du Burkina un état de droit dans lequel la justice instruit à charge et à décharge, même pour les présumés ennemis combattants. Autre titre de ce 20h, et nous évoquons la situation des personnes déplacées internes dans la province de la Kossi. Une situation que plusieurs observateurs jugent préoccupante au regard de la précarité dans laquelle vivent ces personnes. Et pour vous en donner une idée, nous vous proposons le quotidien de Awa Sangaré, une PDI dont le mari est porté disparu, laissant les enfants à sa seule charge. Ida Nabada Bire et Karima Ouedraogo. Awa Sangaré, cette dame désespérée, est mère de 5 enfants. Par la force des choses, elle devient déplacée interne. Son village qui est serré a été la cible d'une attaque terroriste il y a plus d'1 an. Depuis lors, Dame Sangaré n'a plus les nouvelles de son mari. À partir de cet instant,
Elle s'occupe toute seule de sa famille. Les gens sont venus avec des armes à Kinsiri. Ils ont brûlé nos maisons et tous nos effets. Nous avons fui. Ils ont enlevé le chef de famille. Depuis qu'il est parti, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Ici, à Nouna, elle bénéficie du soutien de la direction provinciale en charge de l'action humanitaire, tout comme d'autres déplacés internes. Malgré ce soutien, Dame Sangaré n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je suis partie à l'action sociale avec les enfants. Si on partage la nourriture, on gagne un peu. Si ça finit, on n'a plus rien. Souvent, je lave les habits des gens pour avoir un peu d'argent. Comme on n'a pas de champ, j'ai cultivé un peu dans la cour. Pendant que Awa Sangaré fait le porte-à-porte pour faire la lessive, ses enfants, eux, s'adonnent à la mendicité ou s'occupent des troupeaux des voisins. L'argent obtenu sert à payer le loyer, entre autres. On mendie pour avoir du riz, du maïs ou de l'argent. Quand on gagne l'argent, on paye le conduit. On vous a même versé des larmes. Il y a des cas comme ça, des réfugiés où en tout cas les maris sont portés disparus et elles sont là avec les enfants. Bon, l'action sociale, le gouvernement gouille, mais ce n'est pas du tout facile. Voilà, il faut en tout cas trouver peut-être des mesures là pour permettre à ces gens des femmes là quand même d'entreprendre ou bien de vendre comme ça pour sauver la famille. L'un des souhaits de notre déplacé interne est de pouvoir inscrire 2 de ses enfants à l'école à la rentrée prochaine. Malheureusement, ces derniers sont privés d'actes administratifs. Autre point de l'actualité, avec les nouvelles de la campagne agricole au niveau du centre-est. La dite campagne est bien installée dans cette région, selon le constat fait par le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Salifou Ouedraogo s'est rendu sur quelques sites pour encourager les producteurs et les agents d'appui conseil. Le point de la visite avec Hassan Guébré et Bernard Diassou. Le ministre en charge de l'agriculture prend le pouls de la campagne agricole dans la région du centre-est. Première étape de cette visite. Ici à Bangagou, dans la commune de Boussouma, les caractéristiques, les données techniques, le revenu de la production de ce site de multiplication des semences d'arachide d'une superficie de 2 hectares sont présentés au ministre. Le cap est ensuite mis sur Béaga, dans la commune de Bagré, tout en passant par l'exploitation de Jérôme Sorgho, à Oued-Pouto, dans la commune de Tenkodogo. Ce modèle d'entrepreneur agricole orienté vers la production sémencière exploite sur une superficie de 8 hectares, 5 hectares de maïs et 3 hectares de soja. Un peu plus loin, à Bombay, dans la commune de Bané, ce sont les bénéficiaires de la subvention des opérations de labour et des intrants qui reçoivent le ministre Salifou Ouedraogo dans ce bas-fond de 18 hectares exploités par les femmes de la coopérative Zemstaba. D'habitude, ce sont les techniciens de l'agriculture qui viennent nous appuyer en conseil. On ne savait pas que notre travail pouvait amener le ministre de l'Agriculture à nous rendre visite. Nous sommes très contentes et nous disons merci aux autorités. À Boklavé 12, dans la commune de Bagré, l'exploitation de l'agro-investisseur Maïmounata Velegda est un modèle de contribution de la mécanisation à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Une production de maïs d'une superficie de 39 hectares et de riz de 15 hectares. Je n'ai pas pour ambition de travailler uniquement pendant la saison des pluies. Notre préoccupation principale reste le problème d'eau. Nous n'avons pas de forage ni de canal dans notre champ, alors que nous comptons exploiter le site pendant la campagne de saison sèche aussi. À l'issue de la tournée de suivi de la campagne agricole 2021-2022 dans le centre-est, l'heure est au bilan mi-parcours. Les spéculations sont dans un bon développement et ce qui augure d'une bonne production. Nous avons constaté aussi qu'en termes de céréales, tout se passe bien. C'est pour dire que dans cette région, d'une façon générale, il est attendu 450 000 tonnes de céréales, dont 127 000 tonnes de riz. Et selon le ministre en charge de l'agriculture, si la pluviométrie continue jusqu'au mois d'octobre, les objectifs de production des départs seront atteints.
Nous remettons le cap sur la boucle du Moun pour parler de la prolifération des puits perdus, des puisards et simplement des puits qui ne respectent pas les normes. C'est un phénomène qui semble avoir la peau dure à Nouna et qui fait des victimes chaque année. Et puisque le phénomène perdure malgré la sensibilisation, les autorités locales passent à une vitesse supérieure avec des mesures plus fortes. Des détails avec Ida Nabada Biré et Karima Ouedraogo. 29 décès. C'est un bilan macabre. Des décès dus au phénomène de puits, surtout les puits perdus dans la ville de Nouna, et cela en seulement 4 ans. Depuis septembre 2017 à août 2021, nous avons connu 25 cas. Et parmi ces 25 cas constatés par la police, il y a eu 29 décès. Le phénomène est très criard dans le chef-lieu de la province de la Kossi et attriste ainsi de nombreuses familles. J'ai perdu mon fils dans un de ces puits perdus. La tristesse a même emporté son papa le mois de janvier passé. C'était l'année passée vers 15h, 16h. Les enfants suivaient des animaux. L'eau avait rempli l'espace que vous voyez. Ils ne pouvaient pas savoir qu'il y a des puits. Donc, ils sont tombés dedans. Partout dans la ville, on trouve ces puits. Dans les 6 mètres et surtout dans les parcelles non encore viabilisées appelées non loties. On a creusé, mais on n'a pas les moyens pour achever. Il n'y a pas de problème. On surveille les enfants. On a location. Bon, les propriétaires ont fait ce trou-là. Ils n'ont pas pu terminer. Donc, ce n'est pas fermé. Quand il pleut aussi, l'eau s'arrête partout ici. Avec les enfants qui défilent un peu partout, là, c'est vraiment très, très compliqué. Il faut tout le temps regarder. Il y en a plus que des raisons. On ne va pas comptabiliser ces puits-là comme quoi les gens ont accès à l'eau potable. Voilà, puisque ce sont des puits, j'allais dire, à ciel ouvert, sans protection, sans sécurité, sans margelle. Voilà. Donc, au-delà de ça, il y a tous les accidents que ça cause. En plus de l'incivisme de la part des populations, on note une pratique culturelle qui date de très longtemps. Nous, dans l'ancien temps, les puits étaient au milieu des voies. Donc, les gens avaient les puits à domicile, mais les premiers puits étaient sur les voies. Et les familles sortaient s'approvisionner. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation sur le foncier ici. Les gens sont obligés donc, quand ils prennent un lopin de terre, de rapidement faire un puits là-dedans. Et quand quelqu'un voit un puits sur un terrain, il ne paye pas ça rapidement. Ça veut dire que quelqu'un a mis... C'est la façon de sécuriser le terrain en réalité. Face à cette situation, la municipalité passe d'abord à la sensibilisation. La police aussi. Mais le message passe mal puisque la pratique demeure. Les moyens à notre disposition au niveau de la mairie ici, c'était de faire un communiqué pour attirer l'attention des propriétaires donc, de ces puits qui pullulent dans la ville ici, qui foisonnent dans la ville de Nouna. Effectivement, c'est un constat amer. Pour moi, en tout cas, bon, effectivement, ce sont des actes, par exemple, d'incivisme. Voilà, il faut appliquer la loi. Cette année, l'autorité a commencé à hausser le ton. 2 propriétaires de puits dans lesquels 2 fillettes ont perdu la vie ont écopé de 6 mois de prison ferme en début d'année. Dans l'actualité également, le conseil municipal de Fada prend connaissance du volet assainissement du projet d'urgence de développement territorial et de résilience. La présentation a été faite par les responsables de coordination du projet et l'agence des travaux d'infrastructure du Burkina. Et dans le cadre de ce projet, 30 km de réseau de drainage des eaux pluviales seront réalisés dans la ville de Fada. Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. La ville de Fadangourman ne dispose que de 15 km de réseau de drainage des eaux de pluie dont la plupart sont non fonctionnelles. Après une pluie, c'est la désolation. Devant le conseil municipal de Fadangourman, le projet d'urgence de développement territorial et de résilience est présenté dans son volet assainissement. À la fin d'abord des études, on va avoir un plan global d'assainissement de la ville de Fada. Ça veut dire qu'on saura au secteur 1 qu'est-ce qu'il faut en termes d'assainissement, en termes de caniveaux, au secteur 2, au secteur 3, etc. Maintenant, avec la collectivité et avec le projet, on va essayer de prioriser. On ne pourra pas faire tout. Le PUDTR est un
projet transversal. Nous avons l'accès aux services sociaux de base, les voies de développement, les pistes rurales, le bitumage, les voiries, ainsi de suite. Il s'agit également de la relance économique. À terme, la ville de Fada disposera d'un linéaire de 30 km pour drainer les eaux de pluie. Le début des travaux est prévu pour avril 2022 pour un délai d'exécution de 7 mois. Chaque année, il y a des inondations systématiques dans les secteurs 2 et 3 de la ville de Fada. Nous sommes très heureux du fait qu'enfin, il y a une solution qui est à l'horizon et nous appelons donc de tous les vœux que ce projet se réalise le plus rapidement possible. Financé par la Banque mondiale à environ 193 milliards de francs CFA, ce projet couvre 15 communes des régions de l'Est et de la boucle du Mouhoun. Il va durer 5 ans. Permettre aux journalistes de maîtriser le langage technique de l'Assemblée nationale pour en retour mieux traiter l'information parlementaire. C'est l'objectif de la formation à laquelle des journalistes ont pris part à Tinkodogo. Ils étaient une cinquantaine à suivre cette formation organisée par l'Assemblée nationale en collaboration avec l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire. Et parmi les participants, il y avait notre reporter Tanga Kafandou. Enjeu de la 8e législature et contribution de l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire. C'est le thème de l'atelier de formation qui réunit la cinquantaine de journalistes issus des rédactions des différentes régions ici à Tinkodogo. Un atelier organisé par l'Assemblée nationale et l'EJP avec l'appui du Centre parlementaire canadien dans le cadre du PROCAP, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et notre préoccupation, c'est d'outiller les journalistes sur des concepts spécifiques dans le domaine parlementaire, de telle sorte qu'ils puissent d'abord bien traiter l'information, mais donner une information juste et de qualité aux citoyens. Une des études a révélé dans le temps que le gap un peu entre les députés et les journalistes tient en partie au fait que beaucoup de journalistes traitaient l'information parlementaire de manière assez légère. Et donc, ça ne permettait pas aux citoyens de bien connaître l'Assemblée nationale. Et souvent, il y avait même des écarts de langage, des choix de mots qui n'étaient pas opportuns ou appropriés. En 3 jours, ce sont des communications sur le règlement de l'Assemblée, les moyens de contrôle de l'action gouvernementale et le budget citoyen qui ont été donnés et des expériences sur la redevabilité du député qui ont été partagées. La rencontre a été également l'occasion pour l'IJP d'élaborer son plan d'action pour les 5 prochaines années. Tour à Ouagadougou pour parler du championnat national 2021 du Vaud-Vietnam. La compétition s'est déroulée au sein de l'université Joseph Kizervo avec 2 finales au programme. Ils sont venus des différents clubs du pays pour prendre part à ce championnat organisé par la Fédération burkinabé de Vaud-Vietnam, Adama Gitsi et Abdoulaye Kabouri. Prévu pour se tenir du 2 au 6 juin dernier, c'est finalement ce 14 août 2021 que les finales du championnat national de Vaud-Vietnam ont lieu. Le président de la fédération, Julien Drabo, et les siens ont observé le deuil national suite à l'attaque terroriste meurtrière de Solane dans le Soum. Une minute de silence est observée en la mémoire des victimes. Après 7 actes, place aux compétitions. Il y avait 2 finales au programme. Chez les plus de 65 kg hommes, Mamadou Traoré de l'Université Club de Ouaga en plastron rouge est aux prises avec Abdoulaye Bakouan de Campus Club. Mamadou est plus entreprenant et marque de précieux points. Il domine Bakouan et remporte logiquement la finale. Depuis qu'ils ont annoncé les préparatifs du championnat national de Vaud-Vietnam, nous sommes mis au travail depuis ces jours jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'adversaire était des tapis puisqu'on a évolué ensemble dans le même club. Le second combat est féminin. Bibata Sankara de Pau en plastron bleu défie sur le tatami Oho Elishaman da Deleo. Oho gère techniquement l'opposition. Elle prend le dessus sur Bibata et enlève la finale.
zone, ça a bien réussi. Très content. Avec la pluie, on se disait que ça n'allait pas bien donné. En tout cas, c'est tout le monde, c'est le nouveau combat, le nouveau technique. Avec les techniques, en tout cas, les enfants ont bien travaillé. Si on continue comme ça, on pourra aller au niveau international. La fêtière du Vaud-Vietnam au Faso a reconnu les efforts de certains dans la promotion de ce sport, dont le parrain Amadou Traoré. En tout cas, j'ai été très ravi de voir des jeunes qui sont dévoués à cette discipline et qui, inlassablement, vont porter haut, n'est-ce pas, le drapeau du pays au niveau du Vietnam. Puis c'est un plaisir pour moi d'avoir accompagné cette 10e édition. Des démonstrations de San Nguyen avec diverses variantes ont été servies en apéritif au public. À l'occasion, tous les Vauchines les plus méritants de la saison ont été récompensés. Taekwondo Waïguya a connu sa toute première coupe cette année. Les compétiteurs sont venus de 5 régions du Burkina Faso, mais il y avait aussi une délégation du Niger. À l'issue des combats, les 3 meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés. Et pour une première édition, c'est un pari gagné selon le promoteur. Nous suivons les temps forts avec Constantin Ouedraogo et Moussaki. La finale de la première édition de la Coupe du district de Taekwondo de Yatenga a regroupé des compétiteurs nationaux et internationaux avec la participation du Niger. Sur le ring, toutes les catégories se rivalisent, des cadets, des juniors et des seniors. Et à la fin, les 3 meilleurs de chaque catégorie reçoivent chacun une médaille et une enveloppe financière. Au départ, quand nous avons entrepris cette activité, nous ne pensions pas avoir un tel engouement. Mais au vu de ce qui s'est passé, vous êtes témoins, je crois que nous pouvons remercier tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur soutien à cet événement. Et sincèrement, nous sommes très contents de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le président de la Fédération nationale de Taekwondo est venu encourager le promoteur. Dans l'assistance, une personnalité du monde de Taekwondo en la personne de Naba Belemwende de Lintiba, 7e dan, aujourd'hui parrain de cette coupe. J'ai été compétiteur au niveau national et international, entraîneur, donc je me vois revivre à travers ces enfants et je remercie le Seigneur pour ça. Le niveau est bon, il a besoin d'être travaillé, ils ont besoin de se rencontrer et échanger par des occasions de ce genre-là que les éléments peuvent grandir techniquement, spirituellement, car le taekwondo, comme tous les autres arts, tout commence par l'esprit. La première édition du tournoi du district de Taekwondo de Yatenga a réuni des compétiteurs venus de Bobo de Lasso, d'Edougou, Koudougou, Ouagadougou, Waïguya et une délégation du Niger. Une première dans l'histoire du Taekwondo Yatenga et le lieu propice pour le promoteur, lui-même président du district de Taekwondo de Yatenga, d'appeler des partenaires à joindre leur image à la 2e édition prévue pour 2022. Actualité à l'international, le Tchad retire la moitié de ses troupes déployées dans la zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Au total, ce sont 600 soldats qui quittent cette zone où ils avaient été déployés dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Samedi, le Tchad a annoncé avoir divisé par 2 ses effectifs déployés au sein du G5 Sahel. Les troupes de la force anti-djihadiste étaient présentes dans la zone des 3 frontières depuis février, dans la région frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Basées à Terra au Niger, les troupes tchadiennes ne comptent désormais que 600 soldats. La décision a été prise en concertation avec le commandement du G5 pour alléger un dispositif jugé inadapté et en évoquant un redéploiement stratégique. Le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala a rappelé que la volonté politique du Tchad de faire face aux djihadistes reste intacte. Depuis 2017 et avec la coopération de la Mauritanie, les 5 pays forment le G5 Sahel et luttent contre les groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique du Grand Sahara. La zone des 3 frontières est régulièrement en proie à des attaques. Samedi, un village du Niger a subi une offensive qui a fait une dizaine de morts. Lundi, une nouvelle attaque a fait près de 40 victimes. En Afghanistan, à quoi ressemble la vie des populations avec les talibans désormais au pouvoir? À Kaboul, plusieurs habitants craignent pour leur sécurité et pour leur liberté. Et ceux qui tentent de quitter le pays font face au refus des talibans. Dans les rues de Kaboul, la désolation. Les habitants sont désemparés face à la prise du pouvoir par les talibans. Désormais, les Afghans ont peur pour leur liberté et leur sécurité. Euronews a recueilli leurs témoignages.
Je n'ai jamais pensé que cela puisse se produire. Je crache sur ces traîtres, les dirigeants qui ont fui. Ils ont vendu nos forces de sécurité, vendu notre peuple et fui le pays. Dieu les condamne. Nous ne leur pardonnerons jamais. La sécurité ne sert à rien si nous n'avons pas la justice. Là où il n'y a pas de justice et où les droits des personnes sont sans valeur, la sécurité sera inutile. C'était impensable il y a encore quelques semaines, mais les talibans forment un gouvernement. C'est notre patrie et ses vrais fils sont revenus. Auparavant, il y avait des traîtres et des tyrans, mais maintenant les vrais hommes de cette terre sont arrivés. Nous la protégerons et nous sommes au service du peuple. Comme nos dirigeants l'ont dit, nous promettons qu'un gouvernement qui suivra les règles islamiques sera formé. Difficile pour ces habitants de fuir tant les talibans contrôlent les accès à l'aéroport. De nombreux Afghans se font refouler, parfois dans la plus grande violence. Je suis allé à l'aéroport avec mon frère, ma femme et nos 2 enfants. Nous avions pris tous les documents avec nous et espérions que la chance soit de notre côté. Mais il y a eu de gros problèmes à l'aéroport. Avec leurs armes, les talibans ont visé les gens. Mes enfants et moi avons été blessés, mais ils ont tiré sur ma femme. Je reste avec mes 2 enfants. Que dois-je faire maintenant ? Voici nos papiers. Celui-ci est le mien, mais l'autre en sang, celui de ma femme. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le dernier journal de la semaine, c'est à 23h avec Amadou Marceto. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.